m'avoir invité à faire un contrepoint dans cette réunion. Mais puisque les questions de cette table ronde sont posées carrément, moi j'ai pris le parti qui répond d'eux-mêmes, c'est-à-dire sans circonlocution inutile. La question c'est quel remède à la crise démocratique européenne? Et ma réponse c'est le soulèvement ou bien la table rase par l'effondrement financier. Et je pense qu'il faudra l'un des deux en tout cas. Car la chose que par charité nous persistons à appeler démocratie représentative est morte et bien morte. Et ça fait un moment déjà. Souvenez-vous de l'époque gratinée du traité constitutionnel européen. Et enfin, il apparaît maintenant de plus en plus visiblement que nous vivons dans un régime politique assez spécial, que nous pourrions qualifier d'oligarchie autistique, et dans lequel il n'y a plus aucun mécanisme endogène de correction, plus aucune force de rappel entre gouvernés et gouvernants. Et où presque tous les mécanismes de médiation et de représentation sont effondrés. Il faudrait parler des médiations médiatiques et des médiations syndicales, mais c'est évidemment la médiation proprement politique qui est en cause, à voir en tout cas le splendide deuxième tour qui s'annonce déjà, et qui nous réserve dans le meilleur des cas l'équivalent fonctionnel radieux de la succession de Papandréou par Papademos, Berlusconi par Monti, Zapatero par Rajoy, et tout ce que vous voulez, c'est-à-dire le remplacement du même par le même. Et si l'aventure, il y en a parmi vous qui auraient décelé dans le programme du candidat dit socialiste la moindre velléité de mise en cause sérieuse des structures de l'ordre néolibéral, surtout qu'ils ne les fassent connaître. Or, comme chacun sait maintenant, la première de ces structures réside dans le choix délibéré de contraindre les politiques économiques à la dépendance au marché financier et par suite à l'exposition permanente à leur jugement. C'est pourquoi, et quitte à ce que la chose vous semble d'abord paradoxale, spécialement après ce qui s'est passé vendredi, je voudrais redire ici que la question des agences de notation est absolument périphérique, elle est parfaitement secondaire. Il n'y a aucun lieu de s'étonner qu'un univers comme les marchés de capitaux, qui fonctionnent fondamentalement à la croyance, à l'opinion et au jugement, sécrètent en leur sein des producteurs spécialisés de croyances, d'opinion et de jugement. Et s'imaginer changer quoi que ce soit par la nationalisation des agences, ou bien par quelque indigent projet de les soumettre à régulation, est une vue de l'esprit. Nul ne peut empêcher une communauté d'opinion de produire des opinions et surtout des producteurs d'opinion. Supprimer ou encadrer les agences, et vous verrez aussitôt en ressurgir ailleurs des équivalents fonctionnels, locuteurs autorisés ou prescripteurs reconnus, qui deviendront les nouveaux points focaux de cette communauté d'opinion qui est la finance, avec exactement les mêmes effets et les mêmes pouvoirs qu'aujourd'hui. Le problème donc n'est pas dans ces points focaux, il est dans l'ensemble de la structure elle-même dont ces points focaux ne sont que les épiphénomènes. Et c'est avec cela, c'est-à-dire avec la structure dans son ensemble, et non avec le détail de second ordre des agences qu'il faut rompre, et pour des raisons en fait fondamentalement politiques, bien plus qu'économiques. Car le groupe informe des investisseurs internationaux c'est maintenant établi par effraction comme tiers intrus au contrat social. La politique est faite pour lui, et selon lui, démonstration éclatante avec la réforme des retraites, souvenez-vous, de l'aveu même du président, dans un touchant accès de candeur. Elle a été faite sans mandat populaire légitimateur, et, je cite, pour conserver à la fin son triple or. Le succès a été splendide. Donc voilà, il est maintenant avéré que la tératologie, science des difformités monstrueuses des corps naturels, s'étend également à la politique. Car du point de vue de toute la philosophie politique moderne, il y a bien lieu de parler de monstruosité à propos de cette éviction du peuple, pourtant seul ayant droit légitime des politiques publiques, mais maintenant dépouillé de toute souveraineté et remplacé par le corps informe des créanciers internationaux. Eh bien, une anomalie monstrueuse de ce format appelle un événement de même calibre pour la renverser, et ça tombe bien, justement, il pourrait s'en profiler un, et il pourrait être à la hauteur de la situation. Car comme en 2007-2008, c'est le compartiment interbancaire de la finance qui risque d'être l'épicentre du nouveau séisme. Et dans une situation de risque systémique géant, cette fois-ci sans plus aucune public solvable pour venir rattraper les banques. Il ne reste que la Banque centrale, mais confrontée évidemment à une obligation de création monétaire massive pour reconstituer l'intégralité des dépôts du public et recapitaliser le secteur bancaire en son entier. C'est à ce moment décisif et rendu en ce point critique que l'euro pourrait bien exploser. La BCE éclatée en son milieu et l'Allemagne refusant de se rendre à cette solution de la création monétaire massive. Si donc nous voyons poindre la perspective du grand effondrement, alors oui, il y a plus que jamais matière à nous demander quoi reconstruire.
Mais la toute première question étant bien sûr, à quelle échelle? Alors pour peu qu'on n'y cède pas aveuglément ou inconditionnellement, ou bien hypocritement, à la manière des amis de la mondialisation ou de l'Europe libérale, on peut poser une préférence a priori pour les ensembles politiques de taille aussi vaste que possible, éventuellement au-delà des nations actuelles. Mais quelles sont les solutions d'union praticables? Évidemment par n'importe lesquelles. Et surtout avec qui? Alors, c'est ici que je me vois rendu au moment difficile et un peu pénible de mon exposé. Vous savez, c'est comme dans les réunions de famille, il y en a toujours un moment qui commence à dire des horreurs. Bon, alors, voilà, c'est soit... Donc je regrette que notre camarade allemand soit parti, parce que c'est vraiment avec lui qu'il aurait été en train d'avoir Il n'est pas payé, bon, je croyais qu'il était déjà parti. Il est là et c'est tant mieux, car il pourra me reprendre si je dis des âneries. Mais voilà, je dois vous dire que je doute de plus en plus qu'il soit possible à moyen terme de faire une union monétaire avec l'Allemagne. Et je dis cela car, me semble-t-il, il y a en Allemagne une croyance monétaire qui n'est pas du même ordre que les croyances politiques ordinaires. Car après tout, on pourrait très bien m'opposer qu'il n'est pas plus réaliste d'envisager de faire une Europe progressiste avec la France de Hollande ou Sarkozy. Mais c'est que la croyance monétaire allemande, quelle que soit d'ailleurs sa part de roman national, et j'emploie le mot au sens que la psychanalyse donne au roman familial, c'est-à-dire récit plus fantasmé que réel, car il faut le rappeler, je veux dire, c'est la grande dépression post-crise financière des années 30, plus que l'hyperinflation allemande, plus que l'hyperinflation de 1923, qui a poussé vraisemblablement l'Allemagne vers le nazisme. La croyance monétaire allemande, donc, a une toute autre profondeur historique que, par exemple, la doxa néolibérale en France. Et autant on peut imaginer l'ordre à la fois doxique et politique en France, voler en éclats du néolibéralisme, voler en éclats à la suite d'un événement majeur. Autant, je dois vous dire, je ne vois pas de sitôt l'Allemagne, je veux dire le corps social allemand abandonner sa croyance monétaire. Alors, on me dira qu'il y a maintenant en Allemagne des dissidents de la croyance monétaire, dans des syndicats, dans des mouvements politiques, à Allemagne, je suppose également. Mais ces dissidences s'étendent-elles ou peuvent-elles s'étendre à des fractions significatives de la société? C'est ça toute la question. Peuvent-elles surmonter le poids de l'histoire qui soutient la croyance monétaire? Et je ne dis pas seulement celle des années 20-30, l'histoire de la reconstruction d'après-guerre, celle du miracle allemand, celle du réinvestissement de l'identité nationale allemande dans les accomplissements économiques et monétaires. Histoire dont on peut mesurer la force et le poids à ce seul fait que l'Allemagne aura pu exiger et obtenir l'imposition de ses propres principes de politique économique et monétaire à l'Europe tout entière. Alors, ça ne devrait pas être trop demandé que cette discussion puisse avoir lieu analytiquement et sans être renvoyée aussitôt au registre infamant de la germanophobie. Et je dois dire aussi que j'aimerais beaucoup être convaincu de me tromper. Mais je vous avoue que pour l'heure, je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de penser que même en situation de crise ultime de l'euro, l'Allemagne n'est pas encore prête à accepter l'intervention massive d'une banque centrale, et surtout à envisager de reconstruire une union sur des principes radicalement de ceux que finalement elle aura réussi à imposer à l'Europe. Or, s'agissant de cette reconstruction, voici ce que donne terme à terme cette inversion, et je passe très rapidement quelques points que vous connaissez tous très bien, sur l'extension des missions de la Banque centrale, sur non plus son indépendance mais sa réintégration dans le périmètre du contrôle démocratique, sur l'autorisation des financements monétaires des déficits publics, sur l'abrogation de l'article 63, enfin, plus largement, sur l'abandon d'un modèle du pilotage automatique de la politique économique par des règles à valeur constitutionnelle. Et il faudrait même aller plus loin, sur la déjuridicisation générale et des politiques publiques européennes et du contrôle des politiques publiques nationales. Or, c'est peut-être là que se noue l'une des questions les plus délicates. Car d'une part, la juridicisation des politiques publiques, c'est-à-dire leur soumission à des règles a priori, est directement attentatoire au principe de souveraineté en tant qu'il suppose fondamentalement la liberté du discrétionnel, et spécialement dans les situations exceptionnelles comme aujourd'hui. Mais d'autre part, il est vrai, on peut difficilement envisager une association de nations sans de telles règles, car l'association même fait immanquablement surgir ce qu'on appelle des externalités monétaires et financières. D'où la question préalable. Existe-t-il des intermédiaires viables entre les configurations nationales classiques et une union complète? Je veux dire une union avec intégration politique pleine et entière. Si la réponse était non, et si par ailleurs l'union complète s'avérait inaccessible, alors il ne faudrait pas hésiter à en revenir à la configuration nationale dont on sait au moins avec certitude qu'elle satisfait pleinement le principe de la souveraineté populaire. Sans doute la sortie de l'euro à soi seule, telle qu'elle,
recréerait autant de difficultés nouvelles qu'elle en résoudrait d'anciennes. Mais la pleine restauration du principe de souveraineté rendrait précisément possible de lui adjoindre toutes ces conditions institutionnelles latérales de viabilité, sans lesquelles, en effet, le pur et simple retour à l'euro s'avérait une manœuvre très périlleuse. Et je veux dire, contrôle des capitaux, régulation financière, tutelle publique sur les banques, etc. Mais dans tous les cas, et je vais finir ici, il n'y a aucun lieu de se laisser intimider par les leçons de morale cosmopolite des privilégiés du capital économique et du capital culturel. J'accorde avec une grande facilité que l'internationalisme, le dépassement des actuelles nations, dessine, au moins abstraitement, une perspective très désirable en soi, et continue même de constituer un possible horizon politique de référence. Mais précisément, il y a des idées abstraites qui, mal concrétisées, tournent mal. Et il y a des formes d'internationalisme qui ont le don de rendre odieux l'internationalisme, et qui finalement en sont les pires ennemis, comme l'internationalisme néolibéral. Et j'irai même plus loin en vous soumettant ce dernier paradoxe. Je ne crois pas du tout que les solutions nationales soient condamnées, comme on le dit souvent, au repli nationaliste, xénophobe ou haineux. Je crois même que le respect partout du principe de souveraineté populaire est le prérequis de solidarité internationale qui ne soit pas que fantasmé. En tout cas, si le choix est laissé entre la solution nationale et des solutions européennes, mais vouées à maltraiter les peuples, en leur imposant et les pires dépossessions de souveraineté et les pires régressions sociales, alors pour ce qui me concerne, j'éviterai de prendre mon parti. Je vous remercie.